Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe Rossi. Sud Radio. Et les vraies voix de la politique, c'est jusqu'à 20h avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Iridium. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nicolas Corato. Frédéric Sinclair est avec nous, nous a rejoint, politologue. Bonsoir mon cher Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à vous, auteur de ce livre, La refondation de la droite, aux éditions Salvator. Jean-Luc Mélenchon, donc troisième de cette élection, éliminé du second tour, alors à peu de voix, 421 000 voix près précisément. Les militants sympathisants de Mélenchon ne cachent pas leur colère, pointent du doigt d'ailleurs Roussel, Jadot, Hidalgo, qui ne se sont pas ralliés au candidat de la France Insoumise, qui ne se sont pas retirés au profit du candidat de la France Insoumise. PS, PC, ELV sont-ils responsables de l'élimination de Jean-Luc Mélenchon ? C'est la question que l'on vous pose ce soir sur les réseaux sociaux et le 0826 300 300 pour réagir. Évidemment, on vous attend. Je vais commencer par vous, Frédéric Sinclair. Est-ce que finalement, Hidalgo, Jadot, Roussel ne regrettent pas un petit peu de ne pas avoir fait alliance, de ne pas s'être retirés lorsqu'ils ont vu que Jean-Luc Mélenchon était à quelques voix au second tour de cette élection ? Alors, j'aimerais juste rappeler qu'en 2017, les scores étaient très très proches entre les quatre aussi. Enfin, Emmanuel Macron était un peu plus loin, mais les scores entre Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon étaient très très proches. C'était encore déjà un mouchoir de poche. Donc, c'est la mécanique, on a l'impression qu'elle est nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle. La deuxième chose, c'est que les hommes politiques, très égoïstement, sont convaincus de leur destin. Et donc, ils auraient tendance plutôt à penser, si jamais je me retire, est-ce que moi je ne perds pas une occasion d'accomplir une partie de ce destin, c'est-à-dire de ma carrière, de faire quelque chose. Donc se désister de façon très personnelle, égoïste, au niveau de la psychologie des hommes politiques, se désister au profit de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. On peut trouver des accords. On peut trouver des accords d'appareil et des accords de personnes, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une convergence. Or, on en a parlé longtemps, ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron est élu, il n'y a jamais eu de convergence pendant ces 5 années entre aucun de ces appareils-là. Chacun travaille de son côté, chacun poursuit son propre chemin. Donc, bien évidemment que mécaniquement, les voix qui manquent à Jean-Luc Mélenchon sont dans... D'ailleurs, il n'y a même pas besoin que les trois se désistent, un seul aurait suffi. Mais cette mécanique-là, on ne peut pas la comptabiliser en politique, ça ne fonctionne pas. 1 plus 1, ça ne fait pas toujours 2 en politique, d'ailleurs en mathématiques, pas toujours non plus. Donc, fondamentalement, on a un vrai problème de structuration de l'offre politique, d'ailleurs à gauche comme à droite. Qu'est-ce qui doit émerger ? Quel est le nouveau courant qui doit émerger sur la gauche et sur la droite ? Il semblerait qu'à gauche, la proposition politique de Jean-Luc Mélenchon soit structurante 2 élections d'affilée. Eh bien, je pense que pour la prochaine élection, il va falloir travailler en amont, mais ça ne peut pas se faire à la dernière minute. Beaucoup avaient appelé à ce vote unique de Jean-Luc Mélenchon. On avait un peu rigolé lorsque Ségolène Royal l'avait dit il y a quelques semaines, mais finalement elle avait raison. Oui, Ségolène Royal, Christiane Taubira avaient appelé à un vote utile, et puis je pense que les électeurs de gauche n'ont pas eu besoin de consignes particulières pour procéder à ce vote utile contre l'extrême droite dès le premier tour. Donc il y a aussi un contexte lié à cette élection qui a amené finalement énormément d'électeurs sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Après, est-ce que c'est arithmétique ? Finalement, Anne Hidalgo, c'est tellement bas que ça n'existe quasiment pas. Et puis, Roussel, il y avait quand même aussi des difficultés, des différences culturelles, d'opinion, de positionnement. La vraie question, c'est Europe Écologie Les Verts. Encore une fois, bizarrement, c'est toujours eux. C'est-à-dire que quand je regarde à plat le projet d'Europe Écologie Les Verts, sur le nucléaire, ils étaient d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Sur le virage écologique, ils étaient d'accord. Finalement, qu'est-ce qui leur manquait ? Peut-être de s'assumer tels qu'ils sont, c'est-à-dire des libéraux écologiques. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que si certains portent une responsabilité, c'est quand même les écologistes qui trouvaient finalement dans le programme de l'Union populaire, il était assez proche des leurs. Donc autant... Je vois la différence avec Fabien Roussel, je vois l'insignifiance d'Anne Hidalgo,
mais je vois quand même les 4,7% de Yannick Jadot qui aurait pu effectivement à un moment ou à un autre réfléchir à son destin présidentiel. Et puis c'est une question d'ego aussi, puisque le parti Europe Écologie Les Verts avait fait quand même fort aux dernières municipales. Et il est possible que Yannick Jadot se sentait pousser des ailes et espérait faire un joli score à la présidentielle. Ce qui m'intéresse dans ce qui s'est passé au premier tour, c'est quand même voir le hiatus entre la prise de conscience de l'électorat de gauche, du peuple de gauche, qui de lui-même sent qu'il faut se mobiliser et se réunir dès le premier tour pour empêcher un second tour Le Pen-Macron, et l'indifférence des appareils politiques, du PS jusqu'à Europe Écologie Les Verts, qui ne voient absolument pas, qui n'entendent pas ce que dit le peuple de gauche. C'est-à-dire ces partis complètement coupés de leur base, qui n'entendent pas ce que leur disent les électeurs depuis au moins 3 semaines. Je pense que, ne serait-ce que pour le bien de leurs finances, Yannick Jadot et Anne Hidalgo auraient pu se retirer de cette course à la présidentielle parce qu'ils savaient qu'ils feraient moins de 5%. Parce que ce mouvement, ça fait 3 semaines qu'on le voit à l'œuvre au sein des électeurs de gauche, et qu'on voit bien qu'il y a une convergence vers le vote de Mélenchon et des appels récurrents à aller voter Mélenchon. Donc effectivement, ils ont une responsabilité, mais qui est cette responsabilité de ne jamais être connectés au peuple qu'ils sont censés représenter. La gauche Frédéric Sinclair aujourd'hui, c'est clairement Jean-Luc Mélenchon. Ça l'était déjà un peu en 2017. Benoît Hamon avait fait 6%. Bon, on va pas rappeler le score d'Anne Hidalgo, 1,8%. Quel avenir pour le Parti Socialiste, Frédéric Sinclair ? Oh là là. Bon, ma théorie, c'est que les partis ne meurent pas, sauf s'ils décident de mourir. Oui. Donc, à partir du moment où il y a une envie de faire perdurer une marque, même si la marque est moribonde, elle va perdurer, et le Parti socialiste le montre depuis 5 ans. On pensait qu'avec les 6,3 de Benoît Hamon en 2017 et la vente du siège historique de Solferino, le parti serait dans un marasme total qui l'empêcherait de faire quoi que ce soit. Eh bien, ils ont réussi à mettre un Olivier Faure qui est un homme sympathique, mais absolument pas charismatique, et donc il n'a pas réussi à rendre à ce Parti socialiste un tout petit peu de sa superbe. Et puis là, le ralliement à Anne Hidalgo, sans questionnement aucun, avec une opposition d'une partie des cadres pour une campagne qui a été désastreuse de l'avis de tout le monde, ça place le parti, on pourrait croire, dans une forme de no man's land. Eh bien, moi je vous dis que ce parti peut encore renaître, que ce parti peut arriver à porter une offre. Imaginez que Jean-Luc Mélenchon se retire de la vie politique. Imaginez que les Alexis Corbière et autres Adrien Quatennens ne parviennent pas à porter la voix de la France insoumise, et que, à l'inverse, on ait deux ou trois personnalités, mettons des femmes, au Parti socialiste qui viennent abonder et porter une voix nouvelle. On peut imaginer tout et n'importe quoi en politique. Je veux dire, la mort politique n'existe pas par définition. Donc, fondamentalement, moi, je dis simplement, ils sont dans une zone qui est extrêmement difficile, mais ils ne sont pas entrés dans cette extrême gauche qui est celle de Poutou, qui est celle d'Artaud, qui ne concerne que peu de gens de gauche. Si vous regardez dans l'opinion la proportion de personnes qui se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon, un parti socialiste puissant avec une figure charismatique aurait pu capter cet électorat. Donc on a un problème de ligne, certes, on a un problème de parti, certes, d'appareil, mais on a aussi un problème d'incarnation. Et c'est pas seulement vrai pour la gauche, c'est vrai pour absolument tout le monde. Emmanuel Macron parvient à séduire les boomers, et donc aujourd'hui, on voit bien que les CSP+, et les boomers ont fait la totalité de son élection, en tout cas pour le premier tour. Eh bien, c'est malheureusement, avec le segment qui reste, on se le partage, j'allais dire, entre 10 candidats, 11 candidats, et personne n'arrive à faire la différence. Ouais. Il me semble que le problème est là. Qu'est-ce qui a fait défaut, Nicolas Corato, au Parti Socialiste? Est-ce que c'est, au fond, sa marque est-ce qu'elle est devenue, surtout, ou est-ce que ça a été vraiment un problème d'incarnation, pour le coup, Donc la faute à Hidalgo. Je pense, comme Frédéric, que la marque, c'est la seule chose qui leur reste aujourd'hui. Elle est suffisamment puissante pour que, comme le disait François Mitterrand, si vous laissez tomber la marque socialiste, quelqu'un se penchera et la reprendra à son compte. Donc, effectivement, je suis assez d'accord, ils continuent à exploiter cette marque. Ce qui leur a fait défaut, c'est une clairvoyance sur ce qu'est devenu la politique et le peuple de gauche. C'est du travail. Ce qui leur a fait défaut, c'est l'absence de travail. Ils n'ont pas travaillé en 5 ans. Quelle est la production d'idées du Parti socialiste depuis la débâcle de 2017 ? Qu'est-ce qu'ils ont proposé de nouveau dans le champ politique ? En quoi est-ce qu'ils ont modifié leur façon de faire, leur façon de penser? En quoi est-ce qu'ils ont modifié leur idéologie par rapport, par exemple, à l'écologie politique?
D'où viennent les nouvelles idées aujourd'hui à gauche? Elles ne sont pas du tout venues du Parti socialiste, et ça fait des années que c'est le cas. Donc je pense que c'est d'abord une absence de travail, une absence de réflexion, et puis ensuite l'idée d'une certaine manière, peut-être ce qui leur a fait défaut aussi, c'est un peu de collectif, c'est-à-dire que la candidature d'Anne Hidalgo a été imposée au plus haut niveau, sans aucun débat, ni même avec les sections, ni même avec les militants. C'est quelqu'un qui a été imposé au parti, ou qui s'est imposé au parti, ça l'histoire le dira, sans coup férir et sans qu'il y ait un vrai débat, sans qu'il y ait une vraie compétition. Il y aurait pu y avoir d'ailleurs d'autres prétendants à l'investiture. Donc je pense que ce qui a manqué aussi, c'est un peu de démocratie participative à l'intérieur de ce parti, qui n'en est plus un d'une certaine manière, qui est juste effectivement un syndicat de liquidation qui gère une marque et qui la gère plus ou moins bien. Ouais. La France est toujours de droite, Frédéric Sinclair, parce qu'on entend beaucoup ça, hein, la France est de droite. Est-ce que finalement c'est pas par rapport à l'offre proposée? Est-ce que un Jean-Luc Mélenchon, s'il avait été au second tour par exemple, tiens, est-ce qu'il aurait pu séduire selon vous une majorité de Français et même ces Français qui votent à droite? Je crois qu'il aurait pu séduire une frange de l'électorat de droite, c'est-à-dire de l'électorat mariniste, c'est-à-dire de la même façon qu'il y a une porosité de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui va se reporter sur Marine Le Pen au second tour, il y aurait eu un mouvement inverse, parce qu'il ne faut pas oublier que l'électorat frontiste historique s'est constitué, s'est abondé massivement d'un électorat ouvrier, communiste, déçus, puis de personnes, d'ouvriers agricoles, de personnes des campagnes qui ont pris de plein fouet la crise sociale. C'est pas pour rien que Marine Le Pen a fait toute sa campagne sur la question sociale, parce qu'elle savait dès le début que cette question-là n'est pas réglée. Et on va prendre un tout petit peu de hauteur et on va regarder simplement le mouvement de la modernité depuis le XVIe siècle. On a passé 2 siècles, du XVIe au XVIIIe, à rentrer dans la modernité politique, c'est-à-dire à faire émerger globalement le concept de démocratie et à renoncer à l'ancien régime. Mais ensuite, il y a eu une révolution beaucoup plus puissante qui a pris le pas sur la révolution politique, c'est la révolution économique. Cette révolution capitaliste aujourd'hui, elle continue de dévaster la planète. Le libéralisme économique, le néolibéralisme, qui est majoritaire sur la planète, qui est un consumérisme puissant, continue de dévaster la planète. Et on n'a pas réglé cette question-là, ni au niveau de la production, c'est-à-dire des questions sociales, ni au niveau de l'environnement, ni au niveau des civilisations, c'est-à-dire que ça détruit tout. À gauche comme à droite, les gens s'inquiètent. Marine Le Pen a pris à bras-le-corps cette question-là. Les deux versants. Éric Zemmour ne l'a pas pris du côté économique, il s'est posé en néolibéral économique. Dans la tradition de François Fillon, vous avez eu la gifle qu'il a pris au premier tour. Donc je pense que cette question sociale, cette question économique capitaliste aujourd'hui n'est pas réglée. Il faut lire les grands auteurs de géopolitique et de politique, de gauche comme de droite. Ils reviennent tous à ces questions-là. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a encore quelque chose à dire. Alors après, il y a toute la question sociétale que je ne traiterai pas, qui est particulière. Mais sur cette question sociale, économique, il y a un vrai débat. Ouais. Et donc là, la gauche a encore son mot à dire. Et je pense que ce serait une grosse erreur de baser tout le raisonnement sur la question sociétale et d'oublier qu'en réalité, le pouvoir d'achat, le mieux vivre, le vivre ensemble économiquement, de fabriquer du commun, de reproduire en France, etc., ça a du sens. Et c'est ça qui a fait émerger Fabien Roussel. Je suis d'accord avec Nicolas Corato. Les deux candidatures ne sont pas assimilables. Il y a une vraie spécificité Roussel. Jean-Luc Mélenchon... qui a séduit les jeunes, Nicolas Corato, une majorité des 18-30 ans a voté pour Jean-Luc Mélenchon. Ces jeunes vont vieillir dans une dizaine d'années. Est-ce que le vote va changer, Nicolas Corato? Est-ce que petit à petit, la nouvelle génération, qui auront donc 40 ans dans une dizaine d'années, va voter à gauche? D'abord, c'est très intéressant et important ce qu'a réalisé Jean-Luc Mélenchon par rapport au vote des jeunes. Je rappelle que avant cette élection, les jeunes de 18-25 ans votaient majoritairement pour l'extrême droite. Oui. Et ça, c'était une nouveauté, mais dont on avait l'impression qu'elle s'ancrait dans le paysage. Finalement, il a renversé la tendance en faisant voter un certain nombre de jeunes qui, à mon avis, ne votaient pas ou n'avaient pas l'intention de voter pour d'autres candidats, ce qui explique peut-être son très très haut score. Donc oui, ça peut s'inscrire dans l'histoire et dans la tendance des années à venir. D'ailleurs, son discours hier soir était un discours entièrement ciblé sur la jeunesse et sur la transmission politique de sa génération à lui, à la génération qui vient et qui pourrait effectivement être une génération extrêmement militante. Et je suis d'accord avec Frédéric. Ce que montre ce premier tour d'élection, c'est que la question sociale,
est au centre des préoccupations des Français. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on nous raconte depuis à peu près un an. L'enjeu social a dépassé tous les autres enjeux. Je ne dirais pas que ça veut dire que la gauche est majoritaire. J'en suis pas là, je ne le pense pas d'ailleurs. Je pense que la droite est majoritaire idéologiquement aujourd'hui dans ce pays, mais qu'il y a une question sociale qui est devenue majoritaire pour quasiment 60% du corps électoral. Tiens, une dernière question, Frédéric Sinclair. Quel avenir pour... Alors Anne Hidalgo, j'ose pas poser la question, elle est maire de Paris, mais quel avenir pour Fabien Roussel, par exemple? On sent qu'il y a une vraie dynamique autour de Fabien Roussel. Il a dépoussiéré le Parti communiste, c'est ce qu'on dit. Quel avenir pour Yannick Jadot, Frédéric Sinclair, selon vous? Les deux candidatures sont bien différentes. Il y a une candidature qui va s'inscrire dans le long terme, c'est celle de Fabien Roussel, qui effectivement a dépoussiéré le PCF et qui en plus de ça est passé devant le PS, c'est-à-dire qu'il a renversé le rapport de force. Pour Yannick Jadot, c'est un écolo-libéral, Nicolas Corato l'a très bien dit tout à l'heure, c'est un compatible Macron, ce que n'était pas Sandrine Rousseau. Il y a une vraie fracture qui traverse EELV. Je pense que la majorité des militants est plutôt Sandrine Rousseau. J'ai été très étonné du résultat de leur primaire qui a fait sortir Yannick Jadot. Donc Yannick Jadot, la vraie question maintenant, c'est comment il rallie Emmanuel Macron et comment il intègre son gouvernement, enfin un des premiers gouvernements. C'est vraiment ça l'objectif de court terme. Je vois Nicolas Corato qui opine du chef. Oui, je n'ouvre pas les paris parce que je déteste parier, mais je suis assez d'accord. Moi, j'attends le ralliement de Yannick Jadot et son entrée au gouvernement. Bon. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Vous écoutez les vraies voix de la politique sur Sud Radio. On va revenir sur le score d'Éric Zemmour. 7%. Éric Zemmour a-t-il vraiment perdu son pari? Vous votez sur Twitter et YouTube. On vient dans quelques minutes maintenant avec Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Et ce soir, c'est avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec Frédéric Sinclair, politologue, qui est avec nous. Il avait démarré très fort, souvenez-vous, à l'automne. Certains sondeurs, certains instituts de sondage donnaient Éric Zemmour au second tour. Éric Zemmour qui aura finalement convaincu seulement 2 millions de Français, 7% des voix. Douche froide pour lui et pour ses militants, ses sympathisants, qui comptaient, qui croyaient à un vote caché. Éric Zemmour a-t-il vraiment perdu son pari? Vous dites oui à 61% sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Tiens, Frédéric Sinclair, alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour Éric Zemmour hier? Mauvaise nouvelle puisqu'il n'a pas été au second tour, je sais qu'il y croyait. Bonne nouvelle parce que quand même, en quelques mois, il a convaincu 2 millions de personnes. Eh ben voilà, vous avez résumé la situation parfaitement bien. Effectivement, est-ce qu'il a gagné ou perdu son pari? Ça dépend du pari. Ce qu'il a fait est assez exceptionnel. Le parti qu'il a fondé, qui est massif, l'engouement de ses militants, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu des militants aussi attachés à leur candidat, encore aujourd'hui, qui continuent de le défendre sur les réseaux sociaux, qui disent si Marine Le Pen ne fait pas l'effort de tendre la main à Éric Zemmour, moi je vais retenir mon vote et je ne voterai pas pour elle. Donc il y a un attachement très très fort à ce qu'il incarne. Comment on explique ça? On explique ça assez simplement. En réalité, la crise de civilisation qu'il a pointée du doigt en disant que c'était la question principale à laquelle la France, et en réalité pas seulement la France, mais l'Occident était confronté, cette crise de civilisation est effectivement le premier sujet. Sauf que l'erreur majeure qu'il a faite, c'est qu'il a résumé cette crise de civilisation à la question migratoire. Et alors là, patatras, parce que cette crise de civilisation est beaucoup plus vaste. Vous prenez un Buisson qui est très à droite, Patrick Buisson, qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a été le penseur vraiment de la ligne très identitaire de Nicolas Sarkozy en 2007. Il est en désaccord avec Éric Zemmour sur cette question-là. En désaccord sur le rapport à l'islam, en désaccord sur le rapport au christianisme, en désaccord sur le rapport à la crise de civilisation. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est un identitaire très à droite. Donc, imaginez un petit peu ce que ça représente pour tout un tas de Français qui effectivement vivent ces transformations, j'allais dire, mais on ne peut pas tout résumer avec des mots très cash et très durs comme le grand remplacement, etc. etc. Donc il a manqué de finesse et surtout il a manqué d'amplitude. Il a méconnu la question sociale, il n'a pas vu qu'en réalité les Français veulent du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils veulent s'embourgeoiser, parce que c'est ça la vérité, ils veulent s'embourgeoiser. Mais quand quelqu'un n'a pas 5 € pour finir le mois, est-ce que ce mot embourgeoiser est encore simplement légitime? Est-ce qu'il n'est même pas mesquin de l'utiliser? En réalité, beaucoup de
Français vivent dans une situation de désespérance sociale. Et donc ça, il ne l'a pas entendu. Et donc il a payé ça. Et puis surtout, il a payé son arrogance vis-à-vis de Marine Le Pen. Je répète encore une fois, on peut tuer le père, on ne tue pas la mère. Il faut aborder les questions partisanes autrement. Et donc finalement, Éric Zemmour, il a inscrit quelque chose d'intéressant dans la durée, mais sur le court terme, il s'est planté complètement. Alors, Nicolas Corato, déjà, est-ce que vous partagez l'analyse de Frédéric Sinclair? Et est-ce qu'aussi, alors il a dit hier, Éric Zemmour, et qu'il avait une part de responsabilité, il l'a dit, c'est ma faute. Est-ce qu'aussi il n'a pas payé toutes ces polémiques, Nicolas Corato? On se souvient de ce qu'il avait dit lorsqu'il s'était recueilli devant le Bataclan. Évidemment, il paye, j'imagine, la guerre en Ukraine avec l'invasion russe. Il paye d'avoir fait le mauvais diagnostic politique. Ouais. Il s'est trompé de sujet. Et sa démonstration, je rejoins Frédéric, mais pas pour de mêmes raisons, sa démonstration a été démentie par la réalité géopolitique. La guerre de civilisation qu'il nous avait promise, je dis bien promise, ne s'est pas déroulée au sud de la Méditerranée, mais à l'est de l'Europe, et elle n'est pas menée par un imam, mais par un homme qui se prévaut de la religion chrétienne pour étendre son empire. Donc voilà, et qui plus est, était un des modèles d'Éric Zemmour. Donc je pense que le roi était nu. Le roi Zemmour était nu, il s'est présenté nu à cette élection après avoir fait beaucoup d'effets de manche et d'écrans de fumée qui ont masqué en fait l'indigence de son raisonnement intellectuel sur la situation de la France. Mais le premier tour nous renseigne sur d'autres choses. D'abord, il nous renseigne ou il confirme ce qu'on pressentait sur ce qui est l'électorat d'Éric Zemmour. En fait, Éric Zemmour, c'est le candidat des bobos en barbour. Ce sont des citadins, plutôt de la moyenne bourgeoisie, plutôt bien élevés, pour ceux qui ne tapent pas sur les militants des SOS Racisme, mais des gens plutôt bien nés. C'est l'extrême droite qui va bien, Éric Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le peuple qui souffre, et c'est un électorat plutôt jeune, mais qui n'a pas le problème du pouvoir d'achat, qui n'a pas le problème de la fin de mois. C'est une bourgeoisie qui aime se faire peur à elle-même, mais qui ne veut pas non plus complètement tout détruire, parce qu'il ne faut pas toucher à l'assurance vie et au magot de grand-papa. C'est en fait un électorat assez égoïste, qui s'est comporté un peu comme un enfant gâté en essayant de casser un jouet sans vouloir aller complètement jusqu'au bout. Et effectivement, moi, le caractère qu'on voit émerger d'Éric Zemmour, qui n'a fait quasiment rien en province, qui fait quasiment toutes ses voix dans les milieux urbains, 16% dans le 16e arrondissement, c'est formidable. Voilà, les derniers concernés par le chute civilisationnelle sont bien les habitants du 16e arrondissement. Bref, on voit bien que c'est une candidature fortement artificielle. Et puis je rajoute un troisième point, moi qui me marque beaucoup, c'est que arriver à 7% quand on a eu derrière soi une force de frappe médiatique, une chaîne d'information continue quasiment à temps plein pour soutenir son action, finalement ça relativise encore plus le chiffre de 7%. On imagine ce qui serait arrivé si la campagne avait duré 15 jours de plus. Quel contraste, c'est vrai, il a raison Nicolas Corato, quel contraste Frédéric Sinclair lorsqu'on sait qu'Éric Zemmour a envahi les plateaux télé, les plateaux radio, alors pas de son fait puisqu'on l'invitait évidemment, en plus il faisait à chaque fois des cartons d'audience, pareil sur Facebook et sur les réseaux sociaux, hein. Je rappelle que c'est le candidat qui faisait le plus d'interactions sur les réseaux sociaux pour finalement faire 7%. Ça nous donne une bonne leçon ça quand même Frédéric Sinclair, hein, sur la réalité des choses. Alors, il faut nuancer l'analyse, c'est-à-dire que le système médiatique est beaucoup plus fin que ce qu'on croit. C'est pas parce qu'il invite beaucoup qu'il adoube. Éric Zemmour a été extrêmement critiqué et le faire parler pour les journalistes a été un moyen de le prendre au piège. Il a été pris au piège de lui-même. Et donc, il n'a pas réussi à quitter son costume de polémiste, brillant d'ailleurs, parce qu'il avait des audiences de polémistes qui faisaient pâlir d'envie la totalité des journalistes de chaînes d'infos en continu. Mais il fallait quitter ce costume et il fallait endosser celui de chef d'État. Et ça n'a rien à voir. Et il a échoué à faire ça. Et c'est ça que ça révèle en réalité toute cette période-là. Ensuite, un petit mot à mon cher Nicolas pour lui dire que dans le 16e arrondissement, on prend le choc des civilisations en pleine face, simplement quand on prend le métro. Vous voyez, on descend quelques marches dans le métro et on le prend en pleine figure, le choc des civilisations. Et on le prend peut-être encore plus fort qu'ailleurs parce qu'entre ce qu'on a à la surface et ce qu'on a au souterrain, la marge est très très grande.
Là où se trompe Éric Zemmour, c'est qu'il résume la question du choc des civilisations à une question d'insécurité. Nicolas va vous dire combien prennent le métro dans le 16e. Non, vous voyez, j'ose même pas cette répartie, Frédéric. J'ose même pas cette répartie. Mais j'attends vos chiffres sur la sociologie du métro dans le 16e arrondissement. Alors, et là, vous vous trompez parce que le bobo en Barbour aime beaucoup prendre le métro parce que ça connecte au réel. Mais j'apprécie que vous repreniez cette expression. Ouais. Il n'habite pas le 16e, Frédéric Sinclair. Hein. Il est à Nice pour info. Alors, quel avenir pour Éric Zemmour, tiens, Nicolas Corato c'est quoi l'après Éric Zemmour, les législatives? Il l'a dit lui-même, enfin en tout cas s'il souhaite tracer lui-même son avenir, il nous l'a dit hier soir, parce qu'il compte continuer à réorganiser la droite, c'est bien ce que j'ai compris, à peser à droite. C'est compliqué quand on est parti de si haut et qu'on a autant polarisé l'attention sur soi pour finalement arriver à une déconvenue électorale. C'est compliqué de se positionner au centre de la nouvelle donne politique, notamment dans son camp. On va voir ce que vont donner les jours prochains et notamment ce que vont donner la préparation des législatives. Ça va être intéressant de voir ce que fait ce parti Reconquête. On va aussi mettre ce parti à l'épreuve des faits. On nous dit que c'est un parti avec 120 000 adhérents, etc. On va voir combien il y a réellement d'adhérents, si ce sont de vrais adhérents, s'ils restent fidèles au parti auquel ils ont adhéré, et s'ils produisent effectivement quelque chose sur le terrain. Frédéric Sinclair. Il me semble qu'il y a un sur la solidité du parti déjà. Oui, c'est ça. En réalité, ça va être testé par... Il faut bien replacer dans le contexte qui est en train de se passer. Il y a une guerre des droites, elle n'est pas enterrée. Il y a une guerre des droites radicales entre le RN et Reconquête. Reconquête n'a pas abandonné son objectif de pulvériser le RN et de devenir la nouvelle figure de la droite radicale, nationale, souverainiste. Et le RN, vous avez vu la réaction de Marine Le Pen, qui n'a rien proposé à Éric Zemmour. D'ailleurs, ça a irrité Marion Maréchal, ça a irrité un certain nombre d'électeurs. Donc, le RN n'a pas imaginé faire avec Éric Zemmour et s'unir. C'est pas du tout le cas. Ils veulent les détruire. Donc, fondamentalement, et puis Marine Le Pen a la rancune tenace. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est pour Reconquête, c'est de voir ce qui se passe au second tour. Si Marine Le Pen réussit brillamment, je ne parle même pas du fait d'être élue, si elle réussit brillamment un 49-51, ça va être très très dur de disqualifier le RN. Si en revanche, elle prend une grosse gifle alors qu'on lui a prévu un 49-51, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, Nicolas, pour finir. Non, pour finir, il va falloir regarder les législatives, mais dire une chose, c'est que malgré d'éventuels bons scores au second tour des présidentielles, les législatives et le mode de scrutin des législatives est mortel pour un parti comme le Rassemblement national, et encore plus pour Reconquête. Il faut imaginer que tout en étant présente au second tour en 2017 à l'élection présidentielle, avec un score un peu moindre que ce qu'on lui prédit aujourd'hui, Marine Le Pen n'a quasiment réussi aucune victoire aux législatives, alors qu'ils ont présenté des candidats pratiquement dans toutes les circonscriptions. Donc il faut bien imaginer le gap que va devoir franchir Reconquête des 7% d'Éric Zemmour au premier tour pour espérer survivre à l'échelle et à l'épreuve des législatives. Donc à mon avis, le mode de scrutin va être assez difficile pour ces partis. Bon, on verra. Pour l'instant, le cap, c'est le second tour de cette élection présidentielle le 24 avril. Merci à vous, Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Et ce livre, Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, est aux éditions Iridium. Frédéric Sinclair, qui est avec nous, politologue, auteur de La refondation de la droite. C'est aux éditions Salvator. Voilà pour les deux livres. Dans un instant, le Loft Music avec Yvan Cugius.